Je vais vous présenter des informations concernant cet appel spécifique ERANET donc pour les services climatiques. Alors je suis désolé, ils sont en anglais, mais bon, j'espère que vous pourrez suivre. Donc effectivement, cet ERANET est préparé avec en fait un ensemble de 18 pays et concerne 45 partenaires sont associés de 18 pays dans le cadre d'un consortium donc qui regroupe à la fois des agences de financement, mais aussi à la fois des organismes de recherche. Ça, c'est quelque chose, je dirais, d'assez original dans cet ERANET, c'est d'avoir à la fois des financeurs, il y en a 15, et 30 organismes de recherche. On reviendra plus particulièrement quelle est la contribution française dans ce cadre. Donc, d'une manière générale, cet ERANET, l'essentiel est constitué en fait d'un appel à projet, mais ce n'est pas qu'un appel à projet. Il y a aussi des activités additionnelles qui vont aussi se faire tout au long des 5 années de l'ERANET, donc jusqu'à 2020, pour notamment continuer et à renforcer les actions de la JPI Climat et de préparer, je dirais, les actions futures, soit d'alignement d'instruments de programmes nationaux, soit des appels avec la Commission européenne ou sans la Commission européenne, ouverts ou pas à l'international. Donc d'une manière générale, c'est pour aider la recherche, mais la recherche au sens large, c'est-à-dire c'est tant à la fois, je dirais, les sciences du climat, je dirais, pures et dures sur le système Terre, mais aussi les sciences de la vie, donc les interactions avec la biodiversité, les écosystèmes, et aussi, bien sûr, dès qu'on attaque les problèmes de développement, de prise de décision et de soutenabilité, c'est aussi interagir et impliquer les sciences humaines et sociales dans ces processus. Donc en fait, la problématique du climat, c'est une problématique du climat au sens large. Comment en fait intégrer les contraintes de la variabilité du changement climatique dans la gestion des développements des sociétés, quoi, au sens large. Donc j'insiste aussi sur le mot variabilité, c'est-à-dire que les services climatiques et aussi la JPI Climat ne s'intéressent pas qu'au changement climatique, c'est-à-dire la maladaptation à la variabilité climatique existe indépendamment du changement climatique. Donc c'est mieux connaître aussi les processus de variabilité à différentes échelles de temps, notamment, je dirais, de quelques mois à quelques décennies, qui est un enjeu majeur pour les sociétés. Donc assez souvent, il y a confusion d'ailleurs entre changement climatique et variabilité, donc là c'est bien les deux à la fois. Et de comprendre comment les changements climatiques peuvent affecter aussi les modes de variabilité, bien sûr. Donc oui, cette notion de service climatique est en fait une notion très large. Il y a plusieurs définitions des services climatiques. La définition que l'on a suivie dans le cadre de l'ERANET pour les services climatiques, c'est une conception large qui a été traitée dans ce qu'on appelle la European Research and Innovation Roadmap for Climate Services, qui va être, je crois, présenté plus tard par Antoine. Et donc c'est dans ce cadre-là donc c'est la notion de service climatique à la fois pour les enjeux d'atténuation des gaz à effet de serre, mais aussi de l'adaptation, mais aussi du management des risques associés. Donc à la fois, comme je le mentionnais, sur les variabilités et les changements de ces modes de variabilité dans un contexte de climat évoluant avec toutes ces richesses régionales ou locales. Donc effectivement, l'enjeu d'imbrication entre le local, le national, le régional, le continental, le global. Aussi cette notion que c'est un enjeu en termes de société qui est multisectoriel, donc il y a des impacts sur l'agriculture, sur l'énergie, sur la sécurité, sur les ressources en eau, etc. C'est quelque chose qui est et cross-sectoriel, donc il ne suffit pas de faire, je dirais, des politiques climat aussi indépendants des autres problèmes de la société qui peuvent être des problèmes socio-économiques, des problèmes géostratégiques, des problèmes de conservation de la biodiversité, etc. Donc c'est aussi un enjeu en interface avec d'autres enjeux. Il ne faut pas oublier cela. On ne peut pas faire, je dirais, de l'action climat indépendamment des autres contraintes. C'est plutôt même réintégrer la contrainte climatique dans les autres champs de contraintes que l'on a à gérer. Donc évidemment, ça j'ai déjà mentionné, ça nécessite de l'interdisciplinarité avec sciences humaines et sociales. D'une manière générale, un concept anglais de transdisciplinarité, c'est-à-dire d'impliquer aussi les acteurs de la société, qu'ils soient du service public, du secteur privé,
ou des communautés au sens large, les ONG, etc. Donc évidemment aussi, c'est un enjeu extrêmement complexe qui nécessite des coopérations à l'intérieur de l'Europe, mais aussi entre l'Europe et les autres continents. Donc quelques domaines, j'en ai déjà évoqué, donc sur le changement climatique, disons les domaines qui intéressent les services climatiques, donc ils sont extrêmement larges, hein, et je ne vais pas les détailler, mais vous les connaissez déjà, je pense. Alors un point sur lequel je voudrais insister, qui est peut-être un peu plus complexe, c'est un graphique qui a été fait par un Sud-Africain dans le cadre de GFCS. GFCS, c'est Global Framework for Climate Services, qui est initié par l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, et qui montre ici, en fait, c'est très schématique, hein, un peu la capacité de prévisibilité que l'on a en fonction des échelles de temps. Donc les échelles de temps, la journée, les semaines, mois, saisons, décennies, siècles. Donc dans ce spectre temporel, il y a de la variabilité, et ce qui est important, c'est d'avoir une capacité de prévisibilité qui soit supérieure à l'information nécessaire pour prendre une décision. Donc ici, très schématiquement, sur cette courbe en noir, est représentée, hein, c'est très schématique, la courbe sur notre actuelle capacité de prévisibilité en fonction des échelles de temps. Ici, dans cette partie supérieure, vous la connaissez bien, c'est la prévie météo. C'est est-ce que je dois prendre mon parapluie ce soir ou demain. Donc ici, la prévisibilité sur je dirais les prochains jours, jusqu'à 10 jours, est suffisamment bonne pour que, comparé à la courbe en bleu, qui est le niveau d'information que je dois avoir pour prendre une décision. La prévisibilité étant supérieure, on peut l'utiliser en termes de décision, c'est ce que l'on fait tous les jours avec la prévision météorologique. Par contre, quand on rentre dans le champ de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs décennies, évidemment, on a une chute de notre capacité de prévisibilité. On a un petit regain ici entre les deux au niveau de la prévisibilité saisonnière. On sait en particulier qu'on peut prévoir notamment des grands événements comme le El Niño dans le Pacifique qui affectent les variabilités du climat. Et puis aussi, on a une capacité à la fin aussi sur la prévisibilité, je dirais, au-delà de plusieurs décennies, qui est tout simplement, en fait, la prévisibilité, je dirais, à l'échelle du siècle, qui est fait dans le cadre notamment des scénarios IPCC. Alors, bien évidemment, dans ce vaste domaine, la difficulté, c'est qu'est-ce que l'on peut accroître en termes de prévisibilité, la courbe noire actuelle, jusqu'où on peut monter notre capacité de prévisibilité, sachant qu'il y a aussi des systèmes assez aléatoires et chaotiques dans le système climatique. Donc, quelle est, disons, la prévisibilité maximum que l'on pourrait atteindre sur le climat et quels sont les processus sous-jacents, quelles sont les observations qu'il faut avoir. Donc, comment augmenter notre capacité de prévisibilité? Ça, c'est un enjeu de recherche fondamentale. Et puis l'autre enjeu, c'est-à-dire d'augmenter la courbe noire vers la courbe rouge. Et puis l'autre question, c'est la courbe bleue. Se poser aussi la question des processus de prise de décision. Des fois, on est peut-être un petit peu frileux. Il y a peut-être des informations que l'on pourrait utiliser. Et je dirais peut-être réduire nos besoins avant de passer à l'action, d'utiliser déjà l'information existante. Donc l'enjeu, c'est de réduire le gap, en gros, entre l'information nécessaire à la prise de décision et notre capacité de prévision. Donc c'est sur ces enjeux-là que se centre notamment l'ERANET pour les services climatiques. C'est essayer de remplir et de réduire le fossé entre l'information nécessaire à la prise de décision et notre capacité de prévision. Il y a aussi de l'information qui existe déjà aussi qui n'est pas utilisée. Donc c'est aussi utiliser mieux l'information déjà existante. Il y a pas mal d'informations qui sont, je dirais, développées dans les niveaux des laboratoires de recherche qui n'ont pas été je dirais, suffisamment diffusé et sous forme utilisable par les différents acteurs de la société. Voilà, donc c'est un petit peu complexe, mais je tenais à présenter ces enjeux qui sont très variables en fonction des différentes temporalités. Alors peut-être un diagramme encore peut-être un peu plus complexe, ça c'est la vue
des services climatiques vus par la roadmap européenne sur les services climatiques. Donc en fait, le concept des services climatiques, dans le cadre de ce qu'on appelle la roadmap européenne, ça comprend la connaissance des processus, de leur observation, de leur modélisation, de le transformer en des scénarios d'évolution du climat, ce qu'on appelle souvent les scénarios IPCC. Et puis ici, donc là, la connaissance de la recherche amont, et plus on va vers la droite, plus on va vers les besoins des utilisateurs. Donc ici, passer à des services de production de services climatiques. Il y a notamment au niveau européen le service Copernicus pour les prévisions de changement climatique. Après, ici, il y a une zone, je dirais, intermédiaire entre, je dirais, la recherche et ce qu'elle produit, et puis les besoins des utilisateurs qui sont ici simplifiés avec les différents acteurs locaux, nationaux, la société civile, les problématiques aussi internationales et les domaines du privé. Donc un domaine qui est particulièrement ciblé dans le cadre de cette ERANET, c'est d'améliorer le dialogue, je dirais, entre la partie de gauche, qui est plutôt la partie recherche, et la partie droite, besoin des utilisateurs, dans ce qu'on appelle une couche d'interface sur l'information climatique, avec tous les enjeux de descente d'échelle, notamment sur les impacts climatiques, mais aussi le croisement des impacts climatiques avec aussi les impacts socio-économiques, puisque c'est ça aussi qui impose en fait à un décideur dans un secteur donné de prendre une décision. C'est quand la contrainte climatique devient, je dirais, supérieure aux autres contraintes qu'il a de manière journalière dans son champ sectoriel, pour intégrer donc cette contrainte climatique et changer son comportement. Et en plus aussi, donc d'une manière générale, la nécessité d'avoir une couche qui permet de dialoguer et notamment de faire remonter les informations et les besoins des différents utilisateurs vers les personnes qui développent notamment les services climatiques et surtout à l'échelle des impacts, comme je le disais. C'est pas simplement une information climatique, mais c'est qu'elle soit traduite dans un champ sectoriel, par exemple. Donc voilà un peu en résumé. Donc les couleurs sont un peu touchy, mais en gros ici, ce qui est un peu en jaune, ça représente la partie ciblée par l'ERANET pour les services climatiques. Donc ne cherche pas cette ERANET à développer, je dirais, de la recherche purement amont, qui elle doit continuer et qui continue d'ailleurs avec différents outils et différents supports. Mais je ne vais pas avoir trop le temps de les détailler, mais il y a des actions, ça a déjà été mentionné. Cette année, on a fait dans le cadre l'année dernière, dans le cadre de la GPI Climat avec le Belmont Forum, on a fait un call justement sur la prévisibilité saisonnière, sur les processus de la prévisibilité saisonnière. Il y a aussi la Commission européenne qui soutient aussi pas mal d'actions. Et on coopère avec la Commission européenne, par exemple, dans le cadre de la descente d'échelle, à l'échelle régionale, notamment européenne, on a, en accord avec la Commission européenne, on n'a pas intégré la recherche de la descente d'échelle à l'échelle régionale européenne dans l'ERANET, mais on a demandé à la Commission européenne de soutenir une action spécifique qui va être ouverte en 2017 pour la modélisation à l'échelle régionale européenne des modèles climatiques eux-mêmes. Donc une fois de plus, comme le disait Corinne, la GPI Climat en fait est un lieu où on peut dialoguer directement avec la Commission européenne, où en fait un ERANET c'est à la fois un soutien des États membres, en gros 2 tiers sont soutenus par les États membres et 1 tiers par la Commission européenne. Donc il y a un dialogue avec la Commission européenne sur quelles actions on fait ensemble au sein de l'ERANET et quelles actions la Commission européenne soutient par ses instruments classiques, donc les soutiens à la recherche et à l'innovation, et quelles sont aussi les actions que l'on ne met pas dans l'ERANET, qui peuvent être des actions entre États membres seulement avec des actions au sein de la GPI Climat, ou qu'est-ce que l'on traite tout simplement au niveau des programmes nationaux. Donc en fait c'est l'ensemble, l'imbrication de l'ensemble de ces recherches sur lequel il y a un dialogue donc qui a commencé, je dirais, en 2012-2013 quand la GPI est devenue opérationnelle, qui se continue dans ce cadre de cette ERANET, mais maintenant on est déjà en train de parler des prochains ERANET
et bientôt, je dirais, du prochain programme de la commission au-delà de H2020. Donc maintenant, revenons un petit peu à cet appel spécifique de l'ERANET. Donc il y a deux parties, hein. Il y a une partie qui est soutenue, ce qu'on appelle en cash, c'est un call traditionnel. Et, au niveau de français, il est soutenu par l'ANR, donc il y a à peu près, il y a, je crois, où il y a 13 pays pour 30 millions d'euros globalement au niveau de l'Europe, dont 4 millions sont associés à l'ANR. Et puis il y a un autre appel qui est sur, en fait, l'intégration institutionnelle de la recherche, disons des départements recherche, des différents services climatiques qui sont développés dans le cadre de 30 organismes de recherche. Mais là, je laisserai Antoine présenter cela. Et ça concerne potentiellement à peu près quarantaine de millions d'euros. Au total, il y a environ 70 millions d'euros potentiels. Évidemment, c'est potentiel parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment déjà de bons projets qui soumettent et qui soient sélectionnés à la fin. Il y a un comité indépendant international pour sélectionner ces projets pour qu'in fine, ces sommes soient utilisées. Il y a aussi une contrainte assez forte, comme c'est de promouvoir de la recherche transnationale européenne. Il faut qu'il y ait aussi dans chaque projet au moins 3 pays qui soient impliqués. Donc, comme je disais, il y a un comité d'évaluation qui est commun pour l'ensemble des projets pour assurer une qualité équivalente. Donc ça, c'est les différents pays. Vous avez toutes ces informations sur le site de la JPI Climat et aussi de l'ERANET. Donc la coopération, une chose qui est importante aussi, c'est que la coopération n'est pas nécessairement qu'avec les pays impliqués dans le financement de l'ERANET. En fait, c'est ouvert, tous les projets sont ouverts à une coopération avec d'autres pays, mais sous réserve qu'ils apportent leur propre financement. Donc s'il y a des projets, je ne sais pas, avec l'Australie, avec les États-Unis ou avec d'autres pays qui apportent le propre financement, c'est tout à fait éligible pour soumettre. Bien sûr, il faut des lettres de recommandation associées au dossier. Il y a quand même 2 spécificités qui sont mises en avant dans le cadre de l'ERANET. C'est qu'on atteint en particulier des coopérations avec des pays de l'Est de l'Europe qui ne sont pas actuellement impliqués dans l'ERANET. Et puis, il y a aussi, très clairement, parce que les enjeux de services climatiques, notamment les problèmes d'adaptation dans des milieux défavorisés qui vont avoir des forts impacts climatiques mais peu de capacité d'adaptation, par exemple comme l'Afrique. Et donc, il y a aussi un ciblage sur ces pays-là. Et il peut être envisagé, alors ça dépend des financeurs, mais par exemple l'ANR peut soutenir des pays qui sont à faible revenu, comme les pays africains, enfin un bon nombre de pays africains. Donc pour ce qui est de la timeline, donc le call a été ouvert début mars. Les propositions, donc pour ce qui est de la partie cash, la date limite est le 15 juin. Pour la partie in-kind, dont nous parlera Antoine, c'est il y a un mois de plus. C'est un peu plus compliqué pour construire des consortiums, donc on leur a donné plus de temps. Donc ça se fait en 2 étapes. Les projets qui seront invités en septembre à resoumettre, la deadline est le 15 novembre pour des résultats au printemps et des projets qui démarrent en gros pour 3 ans. Donc c'est des projets de 3 ans qui démarrent de mi-2017 à mi-2020. Alors rapidement décrire quelques éléments de la partie cash, après je laisserai à Antoine la partie. Donc la partie cash, ça cible en fait en termes d'instruments, c'est important. Donc des projets, au moins 3 pays, 3 ans. Les projets, c'est la fourchette, c'est en gros entre 1 demi-million et 5 millions d'euros. Pour ce qui est de l'ANR, pour la contribution de l'ANR, je crois que la contribution de l'ANR peut aller jusqu'à 1,5 million d'euros dans des cas de coordination. Donc en fait, ça peut être des projets assez importants, je dirais, pour la communauté française par rapport aux outils habituels ANR. Voilà. Donc un point effectivement très contraignant, c'est que ces projets de recherche sont ciblés pour être co-développés avec les utilisateurs. Donc c'est en fait, c'est pas la recherche toute seule, mais c'est la recherche en dialogue avec certains secteurs ou certains acteurs, la société civile ou privée, pour travailler ensemble et développer notamment cette couche intermédiaire entre les besoins des utilisateurs et ce que peut fournir ou pourraient fournir les chercheurs.
Donc c'est axé sur sur en fait de la transdisciplinarité dans le jargon anglo-saxon. La participation du secteur privé aussi est favorisée. Après, ça dépend certaines agences ne peuvent pas soutenir la recherche privée. Par exemple, en Suède, l'agence qui soutient la recherche académique ne soutient pas la recherche privée. Par contre, en France, à l'ANR, on peut soutenir autant la recherche privée que la recherche académique. Enfin, en association, partenariat public-privé. Donc rapidement, voilà les pays et les différentes sommes. Donc le plus gros pays, c'est l'Allemagne, vous n'allez pas être étonné. Donc ils ont possibilité maximum de 10 millions. Entre parenthèses, l'ANR, c'est 4 millions plus éventuellement 1 million. Donc l'Allemagne, c'est 8 millions avec potentiellement une rallonge de 2. Mais ça sera à discuter. Donc ça, c'est vraiment les chiffres max de max qui ont été annoncés. Il y a des pays manquants, par exemple, dans cette liste, il n'y a pas le Royaume-Uni et il n'y a pas l'Italie, parce qu'ils proposaient trop peu d'argent par rapport à la taille de leur communauté. On a refusé qu'ils fassent partie de la partie cash. Ils sont par contre dans la partie in-kind. Il y a un pays particulier sur lequel il y a une recherche assez importante, c'est l'Espagne, mais qui a une petite somme, donc de 500 000 €. Et là, on leur a demandé de focaliser ces 500 000 € sur l'un des 3 sous-tâches, c'est-à-dire de ne pas disséminer sur l'ensemble des tâches. Donc ils ont focalisé ces 500 000 € sur une des sous-tâches. Donc tout ça évidemment sur le site, si vous voulez avoir plus d'informations. Comme je disais, donc transdisciplinarité, implication d'acteurs et de besoins sur les services climatiques. Ça peut inclure l'implication de multiples disciplines, notamment les sciences humaines et sociales, même l'ingénierie si besoin. Donc c'est pas obligatoire, mais disons favorisé. Et donc notamment d'avoir des produits qui soient personnalisés aux besoins. Donc tailor-made data, par exemple, dans le jargon anglo-saxon, sur les problèmes d'impact, de vulnérabilité, d'options d'adaptation, de gestion des risques, etc. Donc il y a 3 sous-axes, peut-être pas trop vous les détailler. Donc un aspect sur la recherche, donc un autre aspect d'intégration et d'application, et donc de co-développement. Sur la recherche, un point qui est important, c'est notamment qu'il y a actuellement plein de services climatiques qui sont mis en œuvre, et il y a une vraie question sur leur qualité et sur leur efficacité. Et donc en fait ici, en particulier, ce qui est pointé, c'est que la recherche se mobilise pour offrir aussi un peu un concept de label de qualité à des services climatiques, de leur pertinence et de leur efficacité, parce qu'actuellement il y a aussi un marché qui est en train de se mettre en place, qui peut se faire un peu des fois sur du vent. Donc en fait la recherche on a besoin que la recherche aussi se mobilise sur la qualification de l'information des services climatiques pour les utilisateurs. Peut-être passer la parole à Antoine sur la partie je dirais la plus innovante. Oui, merci Patrick. Oui, alors la particularité de RA4CS, c'est que ça combine en fait 2 types de financement différents, c'est-à-dire en fait, et je connais pas d'autres cas, enfin à ma connaissance, je connais pas d'autres ERANET co-fund qui fonctionnent sur ce fonctionnement, c'est-à-dire en fait avec la partie in-cash qui vient d'être présentée et la partie in-kind. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec la partie in-kind, mais elle est, disons, elle est moins évidente, je veux dire, à appréhender que la partie in-cash, parce que cash, tout le monde comprend. Alors, la partie in-kind en fait est ouverte seulement en fait aux membres du consortium et qui sont mandatés en fait pour impliquer donc leurs organismes. Donc en fait, c'est les Research Performing Organizations. Donc ceux qui sont membres du consortium et qui contribuent au titre de l'in-kind. Alors cette partie in-kind, elle est, disons qu'elle est un petit peu différente du cash, en ce sens que c'est vraiment ciblé pour l'intégration en fait des organismes de recherche qui sont membres du consortium pour impliquer leurs chercheurs sur des points de recherche qui ont été sélectionnés par le consortium. Donc là vous voyez en fait les intentions de in-kind, c'est-à-dire en fait la mise en place de temps chercheurs pour les projets en question. Donc là, vous avez la liste. Alors, encore une fois, ce sont des intentions. Des intentions, c'est-à-dire, en fait, chaque organisme dit, bah voilà, je mets ce budget d'in-kind à hauteur de cette somme-là.
Et ensuite, il n'est pas sûr, il n'est pas du tout sûr qu'à la fin du projet, effectivement, qu'il y ait suffisamment de projets qui arrivent à la hauteur de ce que chaque organisme a prévu de mettre. Mais c'est un budget prévisionnel qui permet d'aller jusqu'à un certain plafond. Donc voilà, vous avez encore la liste. Alors, donc sur 3 ans, donc normalement c'est un budget d'1 million d'euros sur des projets qui sont en commun entre les différents organismes qui contribuent donc au projet en question. Les échelles de temps sont d'une échelle du mois jusqu'à multidécennale. Les autres thématiques, c'est donc des nouvelles informations et de savoir sur les impacts sur le climat et le risque climatique. Des approches génériques sur l'aspect pan-européen et local, c'est-à-dire en fait comment envisager les différentes, comment dire, le downscaling, c'est-à-dire avoir une vision européenne donc sur le changement climatique et les services climatiques, une vision, en descendant un petit peu, une vision nationale et ensuite une vision locale. Ça peut concerner aussi le développement de nouvelles méthodes, de nouveaux modèles, de nouveaux produits, et puis une analyse aussi du dialogue entre la science et les parties prenantes, c'est-à-dire en fait les utilisateurs par exemple. Ensuite, ça concerne aussi l'intégration, l'harmonisation, le partage d'expériences, l'évaluation et l'adaptation en fait de modèles d'observation pour des besoins spécifiques des utilisateurs. Ça peut concerner aussi des études sur ce que les parties prenantes, les stakeholders comme on dit, et les utilisateurs, c'est-à-dire sur les besoins en fait des utilisateurs. Ça peut concerner aussi des projets de formation et puis disons de meilleure vision en fait sur les interfaces nécessaires qu'il faudrait entre ce que produisent les scientifiques et ce que voudraient avoir les utilisateurs en tant que service climatique. Là, vous avez donc les 3 sous-thématiques. Donc la première, c'est développement de nouvelles méthodes et de nouveaux outils. La deuxième sous-partie, c'est des études d'impact et des modèles. Et puis la troisième sous-partie, donc c'est la localisation en fait des informations climatiques et l'évaluation de l'incertitude sur les modèles, sur les données, par exemple. Donc vous voyez qu'en fait sur Linkind, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est vraiment l'intégration, c'est-à-dire en fait comment les organismes de recherche mettent au point un même dialogue, des mêmes standards, des mêmes bases de données pour arriver en fait progressivement à avoir des services qui soient, qui parlent le même langage et qui soient à peu près au même niveau. Parce qu'on voit bien que quand on regarde en fait les différents pays européens, chaque pays européen est monté en puissance de manière plus ou moins divergente en offrant des services climatiques nationaux qui ne sont pas tous au même niveau. Donc il y a un besoin en fait d'une harmonisation à différentes échelles de temps et à différentes échelles géographiques également. Les critères d'évaluation sont similaires en fait à ce qu'on peut trouver dans les projets H2020. L'excellence, le choix du topic qui correspond exactement aux objectifs qu'on s'est fixés, la qualité de l'innovation, l'originalité, etc. La valeur ajoutée pour la coopération européenne transnationale, ça, c'est vraiment des critères qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de projets, enfin dans tous les projets H2020. Alors, ce qui est en rouge, c'est topic A, donc ça ne nous concerne pas, nous, pour les topics B, qui sont les topics en in-kind. Les critères d'impact qui sont, vous le savez sans doute, pour H2020, donc l'impact est devenu en fait un critère très important, au même titre que l'excellence, mais qui prend une importance accrue dans les projets H2020, et là c'est le cas aussi. Donc en fait les impacts sociétaux qui sont envisagés, c'est-à-dire en fait des effets de réseau par exemple, la contribution à la santé de la société, enfin je veux dire à une société harmonieuse on peut dire, et puis des impacts économiques et sur les décisions politiques. La transférabilité donc des savoirs et des données à une communauté d'utilisateurs, et puis la complémentarité avec d'autres initiatives, mais seulement pour le deuxième step, c'est-à-dire en fait la deuxième étape d'évaluation.
Ce qui est en rouge, donc c'est pour le topic A. Et donc là, on revient en fait à ce que je disais tout à l'heure pour le topic B. C'est qu'on vise vraiment une intégration institutionnelle pour essayer d'avoir en fait des services européens harmonisés, que ce soit sur les données ou sur les manières de traiter les problèmes. La qualité et l'efficience de l'implémentation, ça aussi, en fait, c'est un des critères H2020. Évidemment, l'expertise et la compétence des équipes de recherche qui sont impliquées dans le projet, mais aussi le côté interdisciplinaire, l'insertion éventuelle des expertises nécessaires, par exemple l'intégration d'experts qui ne viennent pas forcément du secteur public, et puis une expertise dans la gestion du côté interdisciplinaire, c'est-à-dire en fait, on a besoin aussi dans ces cas-là de gens qui sont rompus à des projets interdisciplinaires de manière à gérer en fait des choses qui sont quand même pas très communes. Et ça seulement pour l'évaluation au deuxième step. Ensuite, l'adaptation en fait de l'approche conceptuelle, la faisabilité en fait des buts et des objectifs du projet, etc., etc. Donc en fait, là, on montre vraiment dans cette partie-là si on est vraiment capable en fait de porter le projet qu'on s'est proposé de mener. Alors attention, donc tout est noté sur 5 et en fait le seuil est à 10. Donc en fait le minimum des seuils pour chaque évaluation c'est 3, mais il faut avoir 10 pour ensuite avoir une chance d'être financé. Voilà, alors je fais juste une petite aparté sur le côté in-kind. Je ne sais pas si j'étais assez clair tout à l'heure, c'est que l'in-kind, ça signifie que vous, pour des projets en fait, que vous déposez, vous faites figurer en fait, du temps chercheur. Du temps chercheur, c'est-à-dire pour un temps chercheur à 100% sur un projet, vous recevez un top-up de la Commission européenne de 30%, donc d'un tiers par rapport à ces 100% que vous avez exposés. Ce qui fait que on conçoit bien que ça peut être un petit peu, un peu compliqué en fait pour les organismes de recherche, puisque effectivement vous n'aurez pas un chercheur qui mettra 100% de son temps sur un projet. Ce qui fait qu'il va falloir jongler avec des portions de temps de différents chercheurs pour arriver en fait à faire figurer 100% d'occupation de chercheurs pour recevoir un top-up de la Commission européenne. Donc, ça représente une certaine complexité dans le schéma d'organisation. Alors, pour essayer de favoriser peut-être un petit peu, disons, l'appel in-kind, c'est que, a priori, l'appel in-kind devrait être moins concurrentiel que l'appel in-cash, ce qui donne un peu plus d'air. Et comme l'a dit Patrick tout à l'heure, il y a un mois de plus pour déposer les projets, ce qui permet de s'organiser un peu mieux sur l'appel in-kind. Voilà. Donc sur l'in-kind pour la France, il y a donc le CEA, le CNRS, l'IGN, Météo France et le BRGM, il me semble, et l'INRA aussi, pardon. Donc ça fait quand même pas mal d'organismes de recherche français. J'ajoute que pour les universités, lorsque le CNRS en fait a énuméré ces National Guidelines, on a fait en sorte de préciser qu'il y avait comme tierce partie un bon nombre d'universités, de manière à ce que dans certaines UMR, quand il y a des équipes CNRS, mais en même temps des équipes universitaires, ces équipes universitaires soient éligibles donc à l'appel in-kind en même temps que le CNRS ou d'autres organismes. Donc vous voyez, il y a quand même un scope assez large d'organismes d'enseignement supérieur de recherche qui permet quand même, disons, beaucoup d'opportunités pour répondre aux projets qui seront déposés dans l'appel in-kind. Voilà. Juste pour dire que l'éligibilité pour l'in-kind, ce n'est pas simplement les salaires. En fait, c'est tout ce qui est éligible selon H2020. Donc c'est comme pour tout projet européen, c'est l'ensemble des sommes éligibles pour la Commission européenne dans le cadre de H2020. Donc ça veut dire c'est aussi l'accès aux infrastructures, l'amortissement des équipements, enfin, etc. etc. Ou, voilà. Ou du fonctionnement dédié, etc. Donc assez souvent il y a les salaires, mais il faut voir aussi au-delà des salaires. C'est tout ce qui est éligible en fait pour un projet avec la Commission européenne dans le cadre de H2020. Effectivement, le l'in-kind ne concerne pas le temps chercheur. J'ai fait un point là-dessus parce que l'in-kind c'est toujours un petit peu... on a toujours un petit peu de mal à se figurer exactement ce que ça représente, mais effectivement, donc les missions sont éligibles. Alors, l'accès aux infrastructures,
c'est éligible tout à fait, mais sous condition que, imaginons du temps calcul par exemple. Vous faites du temps calcul et donc vous voulez faire figurer en fait l'in-kind que représente le temps calcul que vous faites figurer pour votre organisme. Ça, c'est tout à fait possible à condition que vous soyez capable d'identifier très précisément la ligne budgétaire qui correspond à votre organisme dans le temps calcul que vous faites figurer dans le projet. Donc, si vous faites figurer du temps calcul ou l'accès à une infrastructure, quelle qu'elle soit, faites bien attention à bien vérifier que la contribution de votre organisme à cette infrastructure en termes budgétaires est bien identifiable et traçable. Sinon, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est un peu technique, mais bien d'accord avec Patrick que l'in-kind ne concerne pas seulement le temps chercheur, ça concerne évidemment les missions, etc., les frais de fonctionnement et l'accès aux infrastructures, bien sûr, à condition que vous soyez capable de le tracer.